Mais en fait, c'est... Non, parce qu'en fait, non. Non, mais on est obligé. Je te vois encore. Non, bah en fait, non, mais en fait, c'est... Non, parce qu'en fait, non. Les maladies sexuellement transmissibles, appelées encore maladies vénériennes, du nom de Vénus, déesse de l'amour, caractérisent les maladies qui se transmettent à l'occasion de relations amoureuses, sexuelles. Elles ont presque toujours été source de grande anxiété. Prenant en quelque sorte le relais de la lèpre, la syphilis s'est propagée en Europe à la fin du XVe siècle. Il faut attendre la Deuxième Guerre mondiale et l'utilisation des antibiotiques pour venir enfin à bout de cette maladie mortelle. Pendant quelques dizaines d'années, les cas de MST constatés vont décroître de manière très importante. Durant les années 80, on assiste au contraire à leur recrudescence, favorisée par la libération des mœurs et les mouvements de population. L'émergence du sida et celle de l'hépatite B redonnent une dramatique actualité aux maladies sexuellement transmissibles. L'attitude de malaise vis-à-vis des MST tient sans doute à une gêne par rapport à la sexualité. De plus, les MST ne sont pas simplement liés au sexe, mais aussi au sang, à l'amour, à la mort. Les MST touchent à l'intimité de chacun. En parler, c'est accepter de voir cette intimité exposée à autrui. Les symptômes des MST sont souvent discrets, voire inexistants. Ce sont principalement des brûlures, des boutons plus ou moins douloureux, des pertes chez la femme. Leurs conséquences peuvent être plus ou moins graves. Les parties génitales sont particulièrement sensibles aux infections car c'est un milieu accueillant pour les parasites et autres microbes. C'est en effet un milieu chaud, humide, poilu et gras, du fait de l'activité des glandes sébacées. De plus, les parties génitales sont près de l'anus. Elles côtoient donc de la matière fécale et microbienne. C'est pourquoi elles nécessitent la plus grande hygiène. Comme son nom l'indique, les maladies sexuellement transmissibles se transmettent par voie sexuelle. Ça peut être par contact sexuel, c'est-à-dire contact de muqueuse à muqueuse ou de peau à peau, ou par l'intermédiaire de vecteurs comme le sperme par exemple. Toutes ces maladies sexuellement transmissibles ne s'accompagnent pas toujours de symptômes évidents. Un certain nombre d'entre eux s'accompagnent de symptômes, vont attirer l'attention, mais beaucoup peuvent passer inaperçus parce qu'il n'y aura pas eu de manifestations qui vont interpeller. C'est la raison pour laquelle il faut qu'une femme qui a démarré tôt sa sexualité, qui a eu, et je dis une femme, mais pour l'homme c'est pareil, hein, une sexualité commencée tôt, avec des partenaires multiples dont on n'a pas toujours eu le contrôle. Dès l'instant où on a cette notion de risque, eh bien, ne pas hésiter à consulter son médecin qui, lui, pratiquera lorsque il aura des éléments pour le faire, des examens de laboratoire. Il n'y a pas de fatalité face aux maladies sexuellement transmissibles. Le tout, c'est de pouvoir les détecter à temps et au bon moment. Et nous disposons de tout un arsenal de drogues tout à fait efficaces pour la majorité d'entre elles. Un parasite est un organisme vivant qui se développe au détriment du corps humain. Une intense démangeaison de la région génitale chez la femme et du gland chez l'homme peut être le signe d'une infection parasitaire.
Elle est due à des champignons microscopiques appelés Candida albicans qui vivent normalement dans le vagin, la bouche et l'appareil digestif. C'est leur prolifération dans certaines conditions qui pose problème. Cette infection, très peu grave mais très répandue, s'appelle la mycose. L'homme peut être infecté par une maladie parasitaire qui n'engendre presque aucun symptôme. Il n'a rien, à part une petite goutte le matin au niveau de l'orifice urinaire ou une légère démangeaison. Cette maladie, appelée trichomonas, se manifeste chez la femme par des pertes bleuâtres et par une odeur caractéristique. Un traitement existe. Il permet de régler ce problème en quelques jours, à condition que les deux partenaires se soignent en même temps. D'autres maladies parasitaires existent, comme la gale, qui se développe à partir des parties génitales sur la peau. Parfois, certains parasites sont visibles à l'œil nu. C'est le cas des poux de pubis, appelés morpions, chez l'homme. Les bactéries sont des êtres unicellulaires, des microbes, qui se reproduisent d'eux-mêmes par scission. Une infection bactérienne discrète, presque sans symptômes, peut, si elle n'est pas dépistée et traitée, être à l'origine chez la femme d'une salpingite, c'est-à-dire d'une inflammation des trompes. Cette infection, appelée infection à chlamydia, est responsable en France de 30% des stérilités féminines. La blénorragie, causée par le gonocoque, est la maladie vénérienne la plus rencontrée dans le monde, mais le nombre de cas est en diminution dans notre pays. Chez l'homme, elle s'annonce souvent par une légère démangeaison à l'orifice de l'urètre, un picotement et une tendance inaccoutumée aux érections. Du pus apparaît. L'urine paraît plus chaude, on parle familièrement de chaude pisse et le besoin de l'expulser devient plus fréquent. Non traitée, la blénorragie provoque une inflammation du gland et de la prostate et risque à terme d'être responsable d'une stérilité définitive. Chez la femme, elle n'entraîne parfois que quelques légères douleurs ou sensations de chaleur au niveau du vagin. Elle peut donc passer inaperçue et la femme peut alors transmettre la maladie à son insu. Dans de rares cas, la blénorragie peut aussi affecter sa fécondité. La syphilis est transmise par un microbe particulier très contagieux. Elle touche aujourd'hui environ 1,5% de la population française et son dépistage prénuptial n'est plus obligatoire depuis février 1992. La syphilis se reconnaît généralement chez l'homme à l'apparition du chancre syphilitique sur la verge. Cette sorte de bouton n'est pas douloureux. Il peut sembler guérir spontanément en moins d'une semaine. Mais une ulcération s'est creusée et le germe de la syphilis continue à se multiplier. Chez la femme, un chancre peut se former au niveau des grandes ou des petites lèvres, du vagin ou même du col de l'utérus. Il passe parfois inaperçu car il n'est pas douloureux. La syphilis est traitée très efficacement par les antibiotiques. Non soignée, cette maladie qui peut être mortelle évolue en 3 phases, plus ou moins contagieuses. À la longue, la syphilis attaque les nerfs et provoque des maladies nerveuses graves qui peuvent être transmises à l'enfant et engendrer des troubles très importants. Infiniment plus petits que les bactéries, les virus sont des corps très simples qui ne peuvent se reproduire par eux-mêmes. Ils doivent pour cela pénétrer des cellules animales ou humaines. Ils sont donc moins contagieux que les parasites ou les bactéries. Mais leur reproduction est très rapide. Le virus d'une maladie très répandue, l'herpès génital, provoque une éruption cutanée caractéristique faite de vésicules accolées les unes aux autres, remplies d'un liquide transparent et un peu jaune. Toutes ces vésicules, qui brûlent et gênent beaucoup, finissent par se rompre et par être remplacées par une croûte épaisse et inesthétique. Normalement, tout rentre dans l'ordre en une dizaine de jours, jusqu'à la nouvelle poussée herpétique. En effet, l'ADN du virus s'intègre à l'ADN des cellules du sujet. Il est donc impossible de guérir définitivement de cette maladie. C'est pourquoi le virus de l'herpès est un virus dit récidivant. Une fatigue, un stress et l'éruption herpétique réapparaît. Des traitements permettent d'en soulager la douleur. Pour l'herpès génital, il est différents cas de figure. Il est des cas de figure où la patiente se sait porteuse du virus herpès simplex
et n'a pas de manifestation importante. Par conséquent, il n'y a pas de traitement particulier à faire. Elle peut avoir une poussée, une fois de temps en temps, très discrète. Il n'y a pas de, je dirais, obligatoirement de traitement à faire dans ces cas-là. Par contre, lorsque l'herpès génital est récidivant, lorsqu'il est important, on a recours à un antiviral adapté à l'herpès. Dans le cadre du couple qui a un herpès génital, dont un partenaire se sait porteuse de l'herpès génital, bien entendu, au moment de la poussée herpétique, il faut ou interrompre les rapports ou avoir des rapports avec préservatif, étant entendu que la poussée d'herpès, en général, dure environ 8 jours. Une autre infection virale peut être transmise par contact à travers deux types de lésions. Des verrues génitales qui peuvent se situer chez la femme sur les parties génitales externes ou dans le vagin, et chez l'homme sur la verge, et des lésions planes, invisibles à l'œil nu, situées sur la muqueuse. L'infection au papillomavirus est très fréquente chez les jeunes filles entre 15 et 25 ans, puisque 25 à 35% d'entre elles sont touchées. Après 25 ans, le virus disparaît la plupart du temps spontanément. Cependant, chez certaines femmes, le virus demeure et peut entraîner des lésions bénignes détectables par un simple frottis de dépistage, qu'il est important de faire à rythme raisonnable, car non détectée, l'infection au papillomavirus peut devenir la cause d'un cancer du col de l'utérus. Le virus de l'hépatite B se transmet par voie sexuelle, mais aussi par les humeurs comme la salive, le sang, la sueur. Ainsi transmis, le virus attaque le foie, en provoque l'inflammation qui se traduit par une jaunisse. En général, on réussit à en guérir définitivement. Mais dans 10% des cas, la maladie évolue vers une hépatite très grave ou une infection chronique du foie qui peut se transformer en cirrhose ou en cancer. Près de 2000 personnes en meurent chaque année en France. Par ailleurs, un patient infecté sur 10 reste porteur chronique du virus et donc contaminateur potentiel. En France, toujours, environ 100 000 personnes sont infectées tous les ans. Les 2/3 ont entre 15 et 29 ans. Face à cette maladie très contagieuse, puisque l'entourage peut être contaminé en dehors de tout rapport sexuel ou de transfusion sanguine, on dispose heureusement d'une arme préventive, la vaccination. Face à la progression de la maladie, il est fortement conseillé de se faire vacciner. Cet acte est remboursé par la Sécurité sociale. Il faut rappeler que le sida est aussi une MST virale. La meilleure prévention de ces maladies sexuellement transmissibles est bien entendu le port du préservatif. Le préservatif assure la prévention de la transmission du sperme, de la transmission du sang par les effractions muqueuses et la transmission de certains agents de peau à peau ou de muqueuse à muqueuse. Donc, toute la prévention de transmission de ces agents est assurée par le préservatif. La prise en charge de ces infections doit être une prise en charge de couple. Il faut que les deux soient concernés pour que l'un ne se sente pas plus brimé que l'autre. Non, mais en fait, non. Non, mais on oublie.